BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis Alexandra Paget avec qui nous reviendrons sur le 100e anniversaire de l'invasion de la Roure. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré de la Société d'économie politique, où Jean-Marc a son fan club absolu d'économistes qui viennent se pâmer devant ses analyses et ses comptes rendus de livres. N'exagérons rien, mais enfin, j'assure. Voilà, il assure, Jean-Marc, comme vous assurez la librairie de l'écho. On commence avec le choix de Christian Chavagneux, Le mythe de l'entrepreneur par Anthony Galuzzo. C'est aux éditions Zone. Oui, alors on a cette image de l'entrepreneur, du grand entrepreneur, celui qui réussit comme un individu. Hein. C'est lui tout seul qui est prophétique, qui est disruptif, qui est ingénieur. C'est Steve Jobs qui est en couverture d'ailleurs. Voilà, c'est Steve Jobs qui est en couverture et qui occupe toute la première partie du livre. Et ce que l'auteur veut faire, c'est un peu dénoncer ce mythe de l'entrepreneuriat, ce mythe de l'entrepreneur individuel. Et d'ailleurs, les entrepreneurs eux-mêmes, avec leur storytelling, nourrissent ce mythe. Alors, il dit, regardez, par exemple, on nous dit Steve Jobs, le gars qui démarre tout seul. Dans son garage. Dans son garage. Bon, déjà, quand on a un tout petit peu Apple, on sait qu'ils sont deux Steve. Hein, Steve Jobs et Steve Wozniak, déjà. Bon, ils sont deux, pas tout seuls. Leurs parents sont déjà dans la tech, dans l'informatique, ils ont une culture, ils ont un patrimoine culturel, familial, qui est déjà dans la technique. Derrière, Wozniak, en fait, il travaille chez HP et le soir, il travaille sur son petit projet en utilisant toute l'infrastructure de HP. Puis, il y a une sorte de groupe de fanats de l'informatique. Il vient présenter ce qui va devenir le premier Apple et c'est de la discussion collective que tout ça va s'améliorer et va devenir le premier. Mais même quand ils ont leur premier ordinateur, ils n'ont rien du tout. Et ils trouvent un gars dont on n'entend absolument jamais parler, qui est un financier, qui est un gars qui va jouer un rôle clé dans beaucoup de startups qui vont devenir très importantes, financières ou pas, dans la Silicon Valley, qui est Mike Markula, qui va apporter tous les financements, la structuration de l'entreprise pour en faire vraiment quelque chose qui va pouvoir devenir Apple. On invisibilise beaucoup des raisons du succès. Le patrimoine familial, les financiers, l'État, ils sont en pleine période de commandes publiques, les brevets, toute la technologie qu'ils vont pouvoir, une partie de la technologie qu'ils vont pouvoir utiliser vient de la commande publique étatique. Bill Gates avait dit à un moment donné, je suis né à la bonne période, vous me mettez en plein milieu de l'Afrique, j'aurais rien fait. Ils sont tous nés, tous ces grands entrepreneurs, un peu après les années 50, qui est la super période en fait pour être un entrepreneur dans la tech. Les ouvriers complètement invisibilisés. N'oublions pas les camps de travail de Foxconn qui contribuent aussi au succès d'Apple. Bref, toute la première partie du livre essaie de rendre visibles toutes les parties invisibles qui sont liées autour de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est nouveau? Non, nous dit l'auteur. Regardez, à la fin du 19e, en fait, c'est au moment de Darwin que le capitalisme américain commence à construire ce mythe de l'entrepreneur en disant l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui, dans la jungle capitaliste, est le plus fort, le plus intelligent, le plus beau, etc. Dès la fin du 19e, dès le début 20e, il y a les fameux muckrakers. On a parlé d'Ida Tarbell et de Rockefeller il y a quelques temps avec Jean-Marc. Ces journalistes d'investigation qui vont montrer qu'il y a la politique d'accaparement, qu'il y a de la politique de sabotage des concurrents, la sabotage de l'État. C'est comme ça aussi qu'ils vont réussir, jusqu'à la fameuse expression de baron voleur. Enfin, l'auteur à la fin nous dit, est-ce que c'est typique d'une économie libérale, le fait de glorifier ces entrepreneurs? Il dit, pas du tout. Même dans les périodes non libérales, on glorifie les entrepreneurs, c'est juste que les gens aiment bien glorifier les grands hommes de la politique, du business, de la chanson. Peut-être bâtir une légende et puis un peu de mégalomanie aussi, à part de la part d'eux-mêmes qui nourrissent le storytelling. Donc voilà, on décrypte un peu ce mythe de l'entrepreneur. Je trouvais c'est très fluide, très bien écrit. Je trouvais le bouquin passionnant. Jean-Marc Daniel. Oui, le bouquin a beaucoup d'intérêt et puis il y a des éléments qui m'ont un peu agacé. Alors, la partie que décrit Christian, qui est la partie du début, les deux premiers chapitres sur Steve Jobs, cette partie-là est vraiment passionnante. Et en plus, effectivement, Steve Jobs, c'est même pas l'ingénieur du couple, c'est lui, c'est le commercial. Et il montre bien le film avec Ridley Scott sur 1984, enfin toute la communication, la stratégie de communication, et surtout, alors c'est plutôt adressé à votre profession, la complicité comme idiot utile des journalistes qui se laissent totalement impressionner par tous ces gens. Et il dit, et alors effectivement, il dit Napoléon Bonaparte, c'était la même chose. Il y avait un art du communiquer après la victoire, donc tout ça. Et il va même un peu plus loin. Il dit alors il parle pas de destruction
destruction créatrice, il parle de création destructrice, pour traduire l'expression de Schumpeter. Et il dit, en fait, toutes ces théories qui ont magnifié ces entrepreneurs sont des théories qui sont dans l'air du temps depuis la fin du 19e siècle, qui correspondent assez bien à la philosophie allemande, notamment aux travaux de Sombart, qui était un économiste et un sociologue de référence. Et il dit, en fait, Schumpeter a assez peu apporté de choses. Même lui, à côté imposteur, c'est la grande force de Schumpeter, c'est d'avoir traduit en anglais. Et donc, il était professeur à Harvard, et il a apporté à Harvard des théories qui étaient en Allemagne, mais toutes ces théories était dans une ambiance intellectuelle qui dominait l'Allemagne. C'était son côté journaliste aussi. Oui, un peu, oui. Bon. Mais alors après, bon, donc la partie historique, on recroise Rockefeller, comme l'a dit Christian. Bon, donc on commence à savoir sur Rockefeller. Hein. On pourrait faire tous les deux une thèse sur Rockefeller. On commence à connaître le personnage. C'est le riche parmi les riches. Oui, absolument. C'est la grande fortune de toutes les grandes fortunes. Oui, absolument. Puis, il y a Carnegie aussi, avec des citations de Carnegie. Il y a Franklin, Benjamin Franklin prend sa paire de claques au passage. Mais ce que j'ai trouvé un peu désagréable, c'est le côté un peu post-sociologie de Bourdieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de mérite, on est prédéterminé, vous réussissez jamais que parce que vous êtes bien né, parce que vous êtes là au bon moment, parce que il y a quand même des gens qui, à un moment donné, alors Steve Jobs, c'était pas un ingénieur, c'était un opportuniste, mais enfin, il a quand même eu une forme de génie. Une forme de génie. Et donc, la contestation... alors, c'est assez américain, ça. Lui, il dit, effectivement, finalement, Schumpeter, c'était jamais que des idées à la mode en Allemagne. Bon, là, c'est un peu des idées à la mode aux États-Unis. Maintenant, on n'a plus de mérite. La méritocratie, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Ça m'a un peu agacé. Allez, on passe à votre choix, Jean-Marc Daniel, le nouveau livre de François Mickey-Marty aux éditions de l'Aube. Ça s'appelle « Les nouvelles fractures de l'humanité ». Oui, alors c'est un livre ambitieux, érudit, et alors on disait que le livre précédent était passionnant. Lui, il est vraiment passionnant. Alors c'est un livre très, très bien construit. L'homme en question, donc, c'est de dire que jusqu'au Moyen-Âge, ce qui était au centre, c'était les dieux, Dieu et tout ça. Et puis à partir de la Renaissance, on commence à voir apparaître une sorte de théorie de l'homme, de vision de l'homme, de constitution d'une société autour de la notion d'homme. Donc il dit bien d'ailleurs que dans son livre, il a utilisé homme en tant qu'être humain avec une majuscule et homme en tant qu'opposition à la femme avec une minuscule. Et donc il dit, donc il y a eu la Renaissance, il y a eu les Lumières, il y a eu l'arrivée avec la révolution industrielle de l'Homo economicus, et maintenant la révolution technologique va faire apparaître une nouvelle vision de l'homme. Et donc on rentre dans le transhumanisme, c'est-à-dire la Renaissance, les Lumières, c'était l'humanisme, et là maintenant on est dans le transhumanisme. Alors il y a tout un tas de considérations sur l'homme augmenté, et alors il dit ça va générer de nouveaux conflits, deux types de conflits. D'abord, l'homme technologique, l'homme tech, comme il dit, va avoir l'homotech qui remplace l'homo economicus, va avoir des rivaux, des concurrents. Il identifie 6 personnages, 6 types d'hommes qui vont être ses rivaux. Et puis ça va faire des conflits géographiques. Il y a le lieu par excellence de l'homotech, qui est la Californie, et le lieu par excellence de l'opposition qui va être la jeunesse africaine. Et donc il dit, il y a une espèce de conflit potentiel qui va se développer. Donc l'homotech a vocation à s'imposer, simplement il va se heurter, pour des raisons géographiques et des raisons de structure sociale, à tout un tas d'oppositions. Donc l'enjeu, c'est de donner à l'homotech une légitimité suffisamment grande pour qu'il ne devienne pas soit le perdant de l'histoire, soit le monstre de l'histoire. Donc il y a une analyse assez fine. Évidemment, il n'y a pas de conclusion pratique très, très immédiate, mais c'est une vision que j'ai trouvée assez originale, même si le transhumanisme, alors il y a beaucoup d'auteurs qui sont cités, donc il n'est pas forcément non plus dans une originalité totale, mais il y a une forte originalité malgré tout dans l'approche du problème. Christian Chavagneux. C'est un livre en 3 parties, en fait. Pourquoi on parle du transhumanisme ? Parce que, et pourquoi le transhumanisme fait autant parler de lui ? Parce que c'est la réponse à notre crise existentielle. Et donc, toute la première partie, c'est l'homme est en crise existentielle. Alors, j'avoue que je vais rester diplomate, cette première partie ne m'a pas convaincu, on va dire, pour le dire poliment. Pourquoi ? Parce que cette crise existentielle, elle serait typique de notre période actuelle. Lisez les bouquins de philo, y compris chez les Grecs et les Romains. Lisez le travail de Jacques Le Goff sur l'invention du purgatoire. La crise existentielle et comment on peut y répondre, c'est multimillénaire. C'est pas spécifique de notre période. Dans notre période, qu'est-ce qui pourrait la nourrir ? Alors d'abord, les sciences humaines. Alors Pierre Bourdieu est devenu Michel Bourdieu. Je pense que l'auteur n'est pas très très familier avec les sociologues et l'ensemble des sciences humaines. Mais pourquoi les sciences humaines sont destructrices et nous créent de l'angoisse, Emmanuel ? C'est parce que la famille, le travail, la religion, tout ça, les sciences humaines,
essaye de les décrypter, de faire voir que derrière ces monuments sociaux, il y a peut-être des rapports de force. Ah ben non, ça c'est pas bien ça. En fait, vous voyez, si vous faites comprendre aux femmes qu'elles sont sous la domination masculine, vous cassez leur domaine de référence, vous leur créez une crise existentielle. Pas du tout. Les sciences humaines, ça sert à l'émancipation des gens. Ça crée pas de la crise existentielle. Donc là, moi, je suis pas du tout d'accord avec l'auteur. Nous serions aujourd'hui multifacettes. On n'aime pas un personnage, on est multifacette, mais moi, je me rappelle de Pirandello, 1 personne et 100 000, 1926, qui lui explique tous les problèmes que cause le multifacettisme de l'existence humaine. Et j'aurais pu sûrement retrouver plein d'exemples avant. Donc, c'est pas typique d'aujourd'hui non plus. Dernier problème qui nous crée une crise existentielle, nous n'avons pas d'ancrage territorial, nous n'avons pas d'ancrage local. Il faut se balader en France, aller dans le Grand Est. Vous avez une culture de l'Est, aller dans le Nord, les ch'tis, c'est pas qu'un film. Aller chez les Bretons, aller chez les Basques, aller en Charente, aller en Corse. Justement, les populistes aujourd'hui s'appuient sur notre ancrage trop fort nationaliste et à l'intérieur de la nation sur notre ancrage local. Donc ça, cette démonstration-là, elle m'a pas du tout convaincu. La deuxième partie, comme l'a dit Jean-Marc, c'est sur le transhumanisme. Il y a des gens qui disent que c'est bien, des gens qui disent que c'est pas bien. Au moins dans ce chapitre, vous avez le résumé des thèses des uns et des autres. Et comme l'a dit Jean-Marc, à la fin, l'auteur nous dit va y avoir plusieurs types de personnes. Alors c'est marrant parce que dans la première partie, nous sommes multifacettes. Ouais. Mais dans la dernière, nous ne sommes que homo techno ou homo digitaliste ou les gens qui s'occupent de la terre ou les gens qui sont dans la spiritualité ou les gens qui cherchent de l'éducation et de la pensée critique. On est l'un et pas l'autre. Et donc comme on est l'un et pas l'autre, comme il y a plusieurs galaxies, on rentre en conflit. Alors, si on ne peut pas être multifacette, on n'est pas multifacette. Donc voilà, je ne m'y retrouve pas dans le raisonnement, je ne m'y retrouve pas dans la logique du raisonnement, je ne m'y retrouve pas dans les démonstrations. Donc, je ne suis pas un grand fan de ce livre, on va dire. Eh ben, on l'a remarqué, oui. C'est dit, c'est clair. Pas mon cas. C'est clair. Allez, on retrouve Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. On célèbre un centenaire, enfin on s'intéresse à un centenaire aujourd'hui, celui de l'invasion de la Ruhr par les Français et les Belges. C'était très précisément le 11 janvier 1923. Voilà, c'est là qu'on arrête notre chronographe aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer ensuite de quel livre on va parler, mais il faut d'abord que je recontexte. Quel suspense. Voilà, c'est ça. Je vais essayer d'abord de... Un auteur sulfureux, vous allez voir. En plus, un auteur sulfureux. Donc, je recontextualise. Cette invasion de la Ruhr par les Français et les Belges, elle succède donc au traité de Versailles qui intervient en 1919. C'est l'objet du livre de l'auteur dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire Jacques Bainville, et le livre en question s'appelle « Les conséquences politiques de la paix ». Je vous rappelle le triple objectif défini par le traité de Versailles, qui est assurer le désarmement et la démilitarisation de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, aider au relèvement des pays européens et promouvoir entre tous ces pays une intime association de leur système économique afin d'assurer la paix et la prospérité, et d'humilier l'Allemagne au passage. Et l'invasion de la Ruhr par les Français et les Belges en 1923, elle intervient dans ce cadre-là en disant on va vous piquer votre outil industriel. Ce qui, évidemment, pose un énorme problème à ce moment-là, puisque ça correspond en plus à la montée d'Hitler en Allemagne. Et c'est à ce moment-là que l'auteur écrit les conséquences politiques de la paix. Donc, justement, l'auteur, Jacques Bainville, remis au goût du jour par Éric Zemmour et Michel Onfray, d'où il parle, et puis présentez-le nous un petit peu. Alors Jacques Bainville, inconnu au bataillon, il n'y a que quasiment les historiens et certains journalistes dont Benahouda qui connaissent, sinon personne ne sait. Mais en plus il n'est pas lu, pas tellement, mais il est historien, il est devenu la référence historique contemporaine de Chevènement, Zemmour, mais en passant aussi par Michel Onfray. Pourquoi ? Parce que c'est un grand spécialiste des affaires allemandes au début du XXe. Donc il est journaliste également, il est académicien, attention, il est Action française au passage, donc royaliste, donc proche de Maurras. Mais c'est un intellectuel, la droite donc, y compris l'extrême droite, le salue et considère que sa clairvoyance transcende le discours politique. Alors donc Éric Zemmour salue en lui ses visions prophétiques. En gros, ça se résume en Bainville avait raison, ce qui justifie les propres théories d'Éric Zemmour. Et est-ce que Bainville avait raison ?
En fait, grâce à sa connaissance très fine de l'histoire croisée franco-allemande, Bainville prévoit, dans cet ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, ce que les énormes réparations financières et territoriales exigées par le traité de Versailles de l'Allemagne vont déclencher. C'est-à-dire, l'Allemagne, d'après la Première Guerre mondiale, aura à cœur de fédérer toutes les terres de culture germanique en dehors de ses frontières. L'Autriche, la Tchécoslovaquie, les fameuses Sudètes, l'Alsace. Et la nouvelle République allemande va vouloir trouver sa voie entre un nationalisme romain et un socialisme moscovite, une sorte de national-socialiste. C'était prévisible, vu d'ici, vu de maintenant. Mais en 1919, moins. Et Bainville le comprend et le prévoit. Il prévoit le Troisième Reich, en fait, Emmanuel, sans le nommer, évidemment. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, 1923, c'est l'année de la montée en puissance d'Hitler, au moment où l'Allemagne doit supporter cette énième humiliation de l'invasion de sa zone industrielle et de l'annexion de ses moyens de production. Et c'est ce qui pousse Éric Zemmour à se réclamer de Bainville. Le parallèle est envisageable. Bainville est opposant à la Troisième République, comme Zemmour est opposant à la Cinquième. Éric Zemmour hurle que la guerre avec l'ennemi fantasmé de l'intérieur est inévitable. Alors les musulmans, les migrants, les homosexuels, comme Bainville, la Deuxième Guerre mondiale était inévitable selon lui. En plus, Bainville n'est pas sulfureux, il est acceptable. Donc, écoutez-moi, Bainville avait raison. Ça ne signifie pas qu'il a raison. Mais en tout cas, c'est la façon dont on s'en sert aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandra Paget. On retrouve maintenant, j'ai presque envie de dire, allez, notre historien du présent, tellement il écume le monde avec ses études approfondies, Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, on commence par s'intéresser aux concentrations d'antibiotiques dans les eaux du Pacifique occidental et d'Asie du Sud-Est. Alors c'est un travail de recherche approfondi effectué par des universitaires suédois et indiens qui apporte de très importantes indications, aussi bien aux autorités sanitaires qu'à l'industrie pharmaceutique. C'est une lecture, alors il faut le dire somme toute, assez compréhensible pour quelqu'un qui a un minimum de bagage scientifique. Ouais, et il établit pour le Lancet Planetary Health combien les résidus d'antibiotiques dans les eaux usées et les stations d'épuration posent de risques à de nombreux pays de l'Asie émergente. Ah ouais. Et qu'à ce titre, cela concerne le monde entier par la possible propagation d'agents pathogènes résistants. Nada Hanna et ses collègues identifient une pénétration de résidus d'antibiotiques dans les mers, les lacs, les cours d'eau, les fleuves, les nappes phréatiques, à travers ce qui provient des municipalités, des hôpitaux et des usines de médicaments. Alors, ils établissent une identification de dizaines de différents soucis qui sont recensés par région. Et les courbes présentées ne laissent aucun doute, en particulier chez les très grands consommateurs de traitements antibiotiques que représentent en volume l'Inde et la Chine. Ouais. Une attention bien plus accrue, nous dit-il, en la matière est censée être portée au réseau d'eau potable en connexion avec les stations d'épuration, ce qui requiert de retravailler l'ensemble de l'évaluation des risques de l'interaction entre les autorités locales, entre les régulateurs et les industries, mais ça suppose aussi de repenser le recours extrêmement massif aux antibiotiques, en particulier ceux du spectre le plus large, et cela ne concerne pas que les êtres humains. Ils sont de plus en plus utilisés à des fins thérapeutiques et non thérapeutiques dans les activités d'élevage, d'agriculture, d'aquaculture. Les listes d'observation particulières de l'Union européenne sont mises par ailleurs en exergue par les auteurs comme une forme de vigilance plus marquée et comme une sorte de chemin à suivre. On part au Brésil. Ensuite, Benaouda, au moment où Lula revient au pouvoir, un article qui souligne l'insoutenabilité de la politique économique au Brésil dans les années 2000. Oui, dans un contexte d'extrême tension, ce retour au pouvoir de Lula et Luiz Inácio Lula da Silva. C'est un travail d'analyse économique où on se replonge dans la première période d'exercice du pouvoir par cette figure de la gauche latino-américaine et d'ailleurs de la figure de la gauche mondiale. Ouais. Un chercheur de l'Institut brésilien d'économie de Rio de Janeiro, le FGV, entend démontrer que la rechute qui a suivi son premier passage à la tête de l'État quelques années plus tard ne saurait être attribuée au seul choc exogène, au seul choc extérieur financier. Samuel Pessoa, qui reprend un à un les paramètres de croissance, d'inflation, de taux de change et d'emploi durant ces années 2000 si prometteuses. Et il estime à partir de là que les salaires dans son pays à cette époque ont augmenté bien au-dessus de la progression de la productivité du travail au Brésil. D'après son analyse, la hausse des prix des
des biens brésiliens non échangeables à l'échelle internationale était en principe compatible avec l'évolution du paramètre essentiel qui est le taux de change du réal. Et entre 2005 et 2014, nous dit-il, c'est-à-dire aussi sous une partie du mandat de Dilma Rousseff, qui a été la vice-présidente de Lula da Silva, les exportations sont passées d'un excédent de 4,3% du produit intérieur brut à un déficit de 3,7%. C'est un retournement extraordinaire, 8 points de produit intérieur brut, qui dit beaucoup, d'après l'auteur, du degré élevé d'artificialité de la politique économique de l'époque, la gestion d'un budget fédéral qui n'a pas été conforme à une nécessité de s'appuyer sur les belles années d'essor de l'activité économique. Samuel Pessoa écrit alors ceci: quand le temps des vaches grasses sont passés, nous n'étions pas préparés à affronter ceux des vaches maigres. Pour lui, le Parti des travailleurs de retour aux manettes doit en tirer tous les enseignements et songer maintenant à rendre soutenables à long terme les perspectives d'une reprise économique pour espérer sortir enfin le pays du piège du revenu intermédiaire. Ouais. Et on s'intéresse enfin, Benahouda, aux jeunes qui parient en Irlande. Oui, c'est le SRI, l'Institut de recherche économique et sociale de Dublin, qui vient de sortir des éléments très intéressants sur une explosion des paris en ligne au sein de la jeunesse irlandaise. Greta Mohan et son collègue ont compilé, analysé les données auprès de 4500 personnes. Ils ont été suivis entre leurs 17 ans et leurs 20 ans. En aussi peu de temps, on voit que cette activité de loisir a été multiplié par 4 et cela se révèle bien plus marqué auprès des hommes. À 20 ans, ils sont pratiquement 16% à jouer régulièrement à des jeux d'argent en ligne, avec les différents risques déjà clairement identifiés que cela induit. Une corrélation statistique très instructive, frappante, est établie ici avec la pratique d'un sport collectif. Un jeune Irlandais qui joue par exemple au rugby ou au football est presque 3 fois plus susceptible de parier de la sorte que ceux qui pratiquent un sport individuel ou qui ne font tout simplement pas de sport. Les auteurs expliquent que les résultats de cette analyse empirique soutiennent l'idée d'effet d'entraînement en termes de comportement dans le sport collectif, pour ne pas dire un effet moutonnier, une forme de norme sociale qui s'installerait par ce biais spécifique. L'équipe constitue, je cite, un forum approprié pour discuter de la sensibilité aux paris d'argent, donc. Et cette étude les paris de vestiaire. Exactement, et il faut faire comme les autres. Et cette étude devrait être perçue, écrivent-ils, comme une preuve d'une nécessaire adaptation de la régulation dans le domaine des jeux de hasard, mais aussi de la pratique sportive chez ces amateurs qui sortent de l'adolescence. Et il y a 2 textes législatifs qui sont en cours de débat en Irlande. Ah ouais, passionnant. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Le temps des féminismes, un livre de Michel Perrault, la grande historienne des femmes et des féministes qui rend visible la part de la femme dans l'histoire, ce que malheureusement l'histoire écrite par les hommes pendant des années et des siècles n'a pas fait. C'est un témoignage sur sa vie d'historienne. Elle dit: je suis historienne et féministe parce que l'histoire n'est pas au service d'une cause, que ce soit le féminisme ou une autre. Elle nous dit: il faut reconnaître que le féminisme est pluriel. Il n'y a pas un féminisme, il y en a plusieurs. Elle met en avant à la fois les femmes qui ont pu être transgressives et qui se sont dit on va se battre, et celles qui sont des juristes qui font inscrire dans la loi le fait que les femmes ont autant de droits que les hommes. La fin est plutôt optimiste. Elle dit: j'ai l'impression qu'on rentre dans un monde où il y a une reconnaissance de la mixité, où il y a une parité sur le pouvoir des hommes et des femmes. Attention, il faut être vigilant, mais on a l'impression qu'on va dans le bon sens. Tout le livre est un livre remarquable, passionnant, qui aide à réfléchir sur la place des hommes et des femmes dans la société. Une grande historienne des femmes qui nous livre un témoignage. Je trouvais ça vraiment remarquable. Ah ben, vous nous faites envie, vous nous donnez envie de le lire. Christian, Jean-Marc Daniel, votre Alors dernier choix. c'est le repère qui est un repère un peu traditionnel qui paraît tous les ans sur l'économie de l'Afrique. Donc c'est l'économie africaine 2023, l'Agence française de développement étant le maître d'œuvre de l'opération. Et quoi de neuf? Alors, quoi de neuf? Alors, bon, au tout début, il y a une présentation de la situation économique de l'Afrique. Donc, ça, c'est factuel, c'est professionnel. Il y a 2 chapitres que j'ai trouvé particulièrement intéressants dans ce repère. Celui sur les conséquences du changement climatique en Afrique, et en particulier sur la montée des eaux. C'est-à-dire que, et ce qu'ils disent bien, c'est que Abidjan et Alexandrie sont directement menacés à relativement court terme si la tendance actuelle se maintient. Ensuite, ce sera Lagos. Mais il y a des
des villes qui sont à la fois des mastodontes, des métropoles gigantesques et avec un héritage historique incroyable comme Alexandrie qui pourrait comme ça être rayé de la carte. Donc c'est un cri d'alarme assez intéressant et assez bien argumenté. Et puis un autre cri d'alarme, c'est sur l'insécurité alimentaire. L'Afrique reste encore une zone de disette, voire de famine. Et apparemment, de ce que dit l'auteur de l'article, c'est que on ne voit pas d'amélioration à court terme. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et donc, si ça permet de prendre conscience des problèmes de l'Afrique, c'est un livre qu'il faut avoir à portée de main. Merci, messieurs, pour ces choix très riches et passionnants. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture.